Je vais tout de suite accueillir M. Parmentier pour venir nous présenter la première session qui va traiter de l'indispensable mutation d'enseignement supérieur. M. Parmentier est d'origine de l'UCL. Il est directeur de l'administration d'enseignement et de la formation, représente son université au sein du Centre de didactique supérieure de l'Académie de Louvain. Il est également expert dans toute l'évolution de l'enseignement supérieur. Il a participé notamment à la rédaction d'un ouvrage collectif que je vous conseille vivement, qui concerne la pratique enseignante en pleine mutation à l'université. Voilà, M. Parmentier, je vous cède la parole. Merci aux orateurs qui m'ont précédé pour cet accueil, et puis merci à chacun de vous et chacune d'entre vous, évidemment, de m'accueillir. Pour moi, c'est un vrai plaisir, en tout cas, d'être ici. Je connais quelques visages. On a eu l'occasion parfois de collaborer avec l'un ou l'autre, notamment dans le cadre de l'Association internationale de pédagogie universitaire. Donc les collaborations entre haute école et université ne sont pas rares, et on peut même dire qu'elles sont de plus en plus fréquentes, et il faut s'en réjouir. Et c'est pour moi aussi une occasion de découvrir cette belle journée. Je vais le dire d'emblée, comme ça c'est dit, mais je pense que ça faisait partie un peu de la commande en quelque sorte. Je ne suis pas du tout un spécialiste de technologie, donc on va commencer par tout ce que je ne sais pas faire. Et donc vous allez voir que, au fond, mon propos va consister à vous décrire une évolution indispensable, en tout cas qui s'impose à nous, et qui souvent est vécue comme une contrainte par chacun de nous, y inclus moi-même, et par nos institutions, mais dont je suis convaincu que l'ensemble de ces réformes, de ces évolutions, nous propose, nous offre en tout cas des possibilités de créativité pédagogique, et c'est bien en tout cas l'objet de mon propos. J'ai envie de dire qu'au-delà de mes fonctions de directeur d'administration d'enseignement, qui est ce lieu qui organise l'ensemble des services aux étudiants et aux enseignants à l'UCL, et des fonctions de professeur aussi, que j'exerce avec surtout beaucoup de plaisir, je suis animé par vraiment une conviction. J'ai la chance de faire comme les footballeurs, en quelque sorte, de ma passion à mon métier, puisque moi je suis vraiment intimement convaincu, mais je pense que la plupart d'entre vous le sont aussi, par le fait que l'éducation, on parlait de l'intelligence collective il y a un instant, éventuellement d'une biologie de l'intelligence, elle existe certainement, mais ce qui est certain aussi, c'est que l'école, au sens large, l'éducation, l'enseignement, sont actuellement les moyens les plus démocratiques et les plus efficaces pour faire en sorte que chacun de nous évolue et s'émancipe personnellement, et que la société soit la plus juste possible. Et en tout cas, c'est cette conviction-là qui m'amène à aborder de manière optimiste les mutations que nous observons, que nous subissons et que parfois nous provoquons nous-mêmes. Alors, pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un train. Ce train, il fait déjà le plein de passagers, mais les candidats au voyage sont de plus en plus nombreux et attendent sur le quai. Beaucoup souhaiteraient que l'on ajoute des wagons, mais personne ne sait qui va payer. D'autres estiment au contraire qu'il faut interdire l'accès aux nouveaux arrivants pour assurer le confort minimal aux voyageurs déjà à bord. Certains proposent d'augmenter le prix du voyage ou de réserver les billets aux détenteurs d'un visa. Tous les candidats au voyage pensent qu'ils sont prêts à partir et personne ne leur a dit le contraire. Tous ont reçu le droit d'embarquer, mais certains sont venus sans bagage. D'autres sont mal orientés et se trompent de destination. Le guichet d'information n'est pas ouvert. Le contrôleur, lui, il se demande si cela vaut la peine de faire entrer tout le monde, en sachant qu'on en débarquera un grand nombre un peu plus tard. Et pourquoi sont-ce toujours les mêmes qui voyagent en première classe? Pour faire face à la concurrence, ce train privilégie de plus en plus les grandes vitesses et les destinations lointaines, avec des arrêts dans les grandes métropoles internationales. Certes, des voies rappellent l'importance du service de proximité, mais les petites gares semblent condamnées à disparaître. Certains passagers renoncent déjà d'eux-mêmes au voyage, faute de moyens ou faute de temps. Dans le train, tout ne va pas pour le mieux non plus. Même si pour l'instant les passagers, déjà tout contents d'être là, ne se plaignent pas encore. Les wagons demanderaient à être modernisés et le service à bord professionnalisé. Mais à défaut de moyens nouveaux disponibles, on demande de plus en plus au personnel à bord. Jamais autant de personnes n'ont souhaité voyager.
Jamais la demande de service à bord n'a été aussi forte. Et jamais le personnel n'a travaillé autant. Certains cheminots sont fatigués et rêvent d'un autre métier. D'autres, de guerre lasse, proposent d'accrocher leur wagon à d'autres trains mieux équipés. Les plus audacieux, aujourd'hui, invitent à innover. Mais tous se demandent quel sera leur rôle et comment y arriver. Cette histoire, c'est un peu celle de l'enseignement supérieur aujourd'hui. C'est cette histoire que je voudrais raconter maintenant. Pour la décrire, je passerai par 5 étapes. La description d'un contexte changeant, la mise en évidence de 3 paradigmes qui semblent aujourd'hui nous amener à aborder la gestion de l'enseignement supérieur différemment. ES équivalent ici à enseignement supérieur et CFB, c'est ce qu'on appelle le réavant, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'ancienne communauté française de Belgique. 4 enjeux qui relèvent de ces paradigmes et qui nous amènent à questionner notre manière de concevoir l'enseignement supérieur aujourd'hui. De ces enjeux, je relèverai 7 défis qui nous concernent directement en tant que gestionnaire d'établissement et en tant que professeur et enseignant. Et puis 11 chantiers, 11 lignes d'action concrètes dans lesquelles l'action pédagogique et l'éthique peuvent apporter une valeur ajoutée. J'insiste sur le peuvent, j'y reviendrai tout à l'heure. Premier élément, assez connu maintenant, d'un contexte qui a beaucoup changé depuis quelques années. Pour ça, je voudrais évoquer 2 points, les attentes que la société formule à l'égard de l'université et de l'enseignement supérieur en général, et puis, mais non indépendamment de cela, bien sûr, les politiques européennes, nationales, régionales, communautaires, qui se déploient autour de cet enseignement supérieur. Des attentes sociétales sans cesse croissantes. L'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique se caractérise par, on va dire, une série de photographies que je voudrais simplement évoquer avec vous. Un nombre sans cesse croissant d'étudiants. Aujourd'hui, et il faut s'en réjouir, puisque c'est le reflet d'une démocratisation de l'accès aux études, 75% des titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur accèdent à l'enseignement supérieur, ce qui fait de notre communauté une région, je dirais, et un État en quelque sorte, qui peut être fier à ce niveau. Un accès aux études donc très ouvert, puisque nous sommes dans un système d'enseignement qui est peut-être le plus libéral au sens anglo-saxon du terme du monde, puisqu'il est possible de faire à partir d'un diplôme du secondaire de transition en tout cas, quasiment toutes les études, à quelques exceptions près, sans autre contrainte que celle finalement de sa propre motivation. Il est possible de choisir les langues germaniques sans avoir jamais fait de néerlandais ou d'anglais en Belgique francophone. Dans ce système très ouvert, l'élément d'orientation, évidemment, est un élément central. Pourtant, il faut bien constater que ce processus d'orientation est aujourd'hui très peu développé. Autre caractéristique, bien connue maintenant par toutes les enquêtes internationales, c'est l'hétérogénéité sans cesse croissante des profils de départ à l'entrée dans l'enseignement supérieur. C'est une réalité mise en évidence par les enquêtes PISA et autres, et puis c'est une réalité qui correspond au vécu de chacun de nous en tant qu'enseignant. Et lorsque, à l'UCL, je vais évidemment évoquer quelques exemples que je connais mieux, ceux de mon institution, mais je pense qu'ils sont assez proches de ce que vous vivez par ailleurs, lorsqu'on mesure par exemple les compétences en langue à l'entrée de l'université, donc pour des étudiants qui ont eu 10 années d'anglais ou 10 années de néerlandais en tout cas et 6 années d'anglais parfois, eh bien on constate des disparités vraiment invraisemblables entre des étudiants qui ont pourtant le même diplôme. Un éclatement de parcours académique individualisé. C'est une bonne chose, c'est une réalité, c'était un souhait de toutes ces réformes, mais c'est une réalité qui pèse lourdement aujourd'hui sur la gestion de l'enseignement supérieur. Une forte mobilité, croissante en tout cas, entre cycles, entre filières, entre pays, etc. Un souhait de plus en plus affirmé, même s'il n'est encore peu présent aujourd'hui, peu visible, mais je vous donne rendez-vous dans 5 ou 10 ans, de besoins spécifiques. Les adultes en prise d'études demandent à être pris à part entière, mais c'est-à-dire aussi tenant compte de leurs besoins propres dans la formation supérieure. Les étudiants internationaux dans certains établissements sont déjà très nombreux et réclament une attention particulière. Mais aussi les personnes souffrant d'un handicap, ou les personnes que l'on qualifie chez nous de double projet, par exemple des artistes
qui poursuivent des études supérieures, ou des sportifs de haut niveau qui suivent une filière académique. Tous ces étudiants, et puis on pourrait continuer la liste bien entendu, souhaitent et trouvent légitime aujourd'hui qu'on leur accorde une attention particulière dans leur formation supérieure. De manière plus générale d'ailleurs, la pression client au sens consumériste du terme augmente. Notons qu'elle est d'ailleurs souvent relayée par le politique. La pression augmente sur l'accès à la réussite, qui parfois semble devenir un droit. La pression augmente sur les infrastructures sportives, sociales, para-académiques, sur le coût des études, sur la valeur du diplôme et sa valorisation professionnelle, ou encore, de manière plus générale, sur la qualité des services offerts aux étudiants et aux enseignants. Tout cela a pour conséquence que le métier d'enseignant est lui-même en pleine mutation. On demande à l'enseignant d'être aujourd'hui un spécialiste de la relation pédagogique, ce qu'il était déjà, et bien sûr de la maîtrise du contenu qu'il dispense, mais aussi de maîtriser ses enjeux, mais encore, en quelque sorte, d'être un levier par rapport à un certain nombre d'actions que son établissement souhaite réaliser. Et puis on pourrait évoquer enfin les attentes fortes, légitimes, chacune d'ailleurs de ces demandes est légitime en soi, du monde professionnel qui exprime de plus en plus fortement, je dirais avec beaucoup d'assertivité aujourd'hui, leurs attentes en matière de profil de sortie au terme des études supérieures. On est donc dans un contexte où la société, et il faut s'en réjouir, a des attentes de plus en plus fortes à l'égard de l'enseignement supérieur. Ces attentes sont d'ailleurs largement balayées par le contexte politique, puisque, comme vous le savez, ces demandes s'inscrivent dans un contexte politique, mais non pas politique académique bien entendu, en pleine mutation, qui se réfère à deux agendas, deux objectifs. La réforme de Bologne, bien connue bien entendu, qui a réorganisé les structures académiques et des hautes écoles et des universités en Belgique et ailleurs, mais aussi ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne, qui a aussi un agenda par rapport à l'enseignement supérieur et qui s'est défini un certain nombre de lignes de conduite que je vais simplement évoquer en quelques instants. La stratégie de Lisbonne, moins connue dans notre cénacle pédagogique en quelque sorte, elle s'est donné un objectif par rapport à la formation supérieure qu'elle a défini comme un outil de cohésion sociale, c'est-à-dire contribuer en quelque sorte à la démocratie et au bien-être collectif, mais aussi au développement économique. De là, l'émergence de quelques concepts qu'on aime ou qu'on n'aime pas du tout, peu importe ici, ils circulent en quelque sorte dans les politiques aujourd'hui qui définissent l'enseignement supérieur. On va parler d'économie de la connaissance, de mobilité. Il faut savoir que c'est de là qu'est venue cette notion de mobilité, mais aussi de lifelong learning, qui est cette idée tout à fait essentielle, évidemment, que l'enseignement supérieur, comme toute forme d'enseignement d'ailleurs, doit valoriser aujourd'hui la possibilité d'acquérir et de reconnaître les qualifications, qu'elles soient scolaires, académiques, professionnelles, acquises tout au long de la vie. Si je devais d'ailleurs pointer un seul défi à relever dans les 20 années à venir, c'est très certainement celui-là. Ce sera notre capacité à faire face à différentes formes et différents moments d'apprentissage, c'est-à-dire à élargir très largement le spectre de nos activités pédagogiques au-delà de la tranche 18-25 ans en présentiel dans des amphithéâtres à un moment donné de la vie. Puis pour rappel, parce que je ne vais pas vous faire le couplet de Bologne, parce que je pense qu'on vous l'a fait pendant 10 ans, rassurez-vous, mais c'est peut-être fois intéressant de s'arrêter quelques secondes en disant, au fond, c'était pourquoi est-ce qu'on faisait tout ça? Alors, j'ai pris une vieille guilla en disant, qui date de 2001, en disant, au fond, pourquoi est-ce qu'on mettait en place la réforme de Bologne? Quels étaient les éléments pédagogiques qui justifiaient la mise en évidence, la mise en œuvre de la réforme de Bologne? Qu'est-ce qu'on dénonçait à l'époque? La durée des études, souvent plus longue que la durée des programmes, avec tout ce que ça entraînait de surcoût pour les États, pour les familles, pour les personnes, etc. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a relevé ce défi-là? Oui et non. Oui, dans la mesure où aujourd'hui, finalement, la durée des programmes est à géométrie très variable. Non, parce que je ne suis pas sûr que la durée des études se soit réduite pour autant. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ce soit un objectif en soi. Autre constat de l'époque, la non-reconnaissance des formations suivies à l'étranger, c'est certainement une évolution forte à laquelle on assiste, et j'y reviendrai. Des taux d'échec et d'abandon très élevés dans certaines filières, atteignant parfois 80%, en particulier dans les filières scientifiques. Je pense qu'on connaît aujourd'hui toujours de nombreuses difficultés de recrutement
et de persistance dans les études supérieures, en particulier dans le domaine scientifique. Donc là, l'enjeu reste très présent, j'y reviendrai aussi. On parlait aussi d'une entrée sans cesse retardée dans la vie professionnelle. Je pense que le phénomène a plutôt eu tendance à s'accentuer aujourd'hui. On connaît bien tout ce phénomène-là de la génération sandwich, notamment les formations académiques peu adaptées aux besoins évolutifs de la société. Sur ce point-là, j'aurais tendance à être plus optimiste parce que la réforme de Bologne nous a conduit tant dans les universités que dans les hautes écoles à revoir en profondeur le contenu, les orientations de notre programme et sans doute à coller plus, en tout cas j'en ai la conviction, aux besoins d'aujourd'hui et surtout de demain. Et puis, c'est peut-être vrai aujourd'hui dans les universités, c'est sans doute vrai aussi pour les hautes écoles de demain, toute la relation aux étudiants internationaux, évidemment, avec, au niveau de l'Europe de manière générale, le constat qui était fait en 98-99 que les étudiants internationaux étaient de moins en moins nombreux à venir en Europe. Aujourd'hui, toute cette réforme de Bologne avait notamment cet objectif-là. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a amorcé un retour, mais ce retour est encore plus visible dans les chiffres, il est vrai. Bref, c'est dur, on progresse, mais lentement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, de considérer que les problèmes de 99 sont un peu les mêmes aujourd'hui. Ils n'ont pas fondamentalement changé, puis on aurait pu en évoquer d'autres, et j'y reviendrai d'ailleurs aussi. Mais ce qui a fondamentalement changé, ce n'est donc pas les problèmes eux-mêmes, c'est la manière de les aborder et de les traiter. Et c'est peut-être ce que j'appelle ici des paradigmes, vous utilisez un grand mot, c'est peut-être ces paradigmes-là, c'est-à-dire les manières de penser la résolution des problèmes qui participent le plus à la transformation de notre enseignement supérieur. Le mot-clé qu'on connaît bien, évidemment, c'est le mot de globalité. On le voit avec l'économie de marché, avec la mondialisation tout simplement de tous les phénomènes. On en parlait encore il y a quelques instants. Nous sommes en permanence connectés au monde. Chacun de nous l'est, l'enseignement supérieur l'est aussi, bien entendu. On l'aime ou on l'aime pas, et il est clair qu'aujourd'hui, on cherche tous le juste milieu, le juste positionnement entre un ancrage local, de proximité, qui trouve tout notre sens au quotidien, mais aussi une obligation de se positionner par rapport aux autres. Alors c'est ce concept de globalisation de l'enseignement supérieur qui a imposé celui de comparabilité. À partir du moment où tout est ouvert sur le monde, fatalement, il va falloir se comparer, qu'on le veuille ou non. Nous sommes d'ailleurs comparés, et il faut bien accepter d'ailleurs, puisque c'est une journée sur les technologies de l'information, que le premier coupable, ou le premier en tout cas levier de cette comparabilité, c'est bien Internet, qui permet à tout instant maintenant de savoir ce que les autres font, de nous comparer les uns aux autres, et de se situer par rapport à cela. Et cette obligation de comparabilité nous a conduit à une obligation de transparence, qui participe d'ailleurs à une évolution générale de la société, qui réclame de plus en plus et c'est très bien ainsi, de reddition des comptes, d'accountability, comme on dit en anglais. Donc, nous avons à rendre des comptes sur ce que nous faisons, sur notre activité sociale, à savoir ici l'enseignement, et nous avons aussi à rendre des comptes vis-à-vis des utilisateurs, des bénéficiaires, qui sont les étudiants, et nous devons d'être de plus en plus clairs sur ce que nous faisons. Autrement dit, un nouveau métier est entré dans l'enseignement supérieur. Il ne s'agit plus seulement de faire, il faut aussi le faire savoir. Alors, il y a toutes sortes d'outils par rapport à cela que vous connaissez, que nous connaissons, qu'on aime, qu'on n'aime pas, et je vous avoue que je n'ai pas d'affection particulière pour ces outils-là, mais ils circulent, et en tout cas, ils font partie du paysage qui organise, plus ou moins explicitement, plus ou moins implicitement selon les cas, notre organisation, notre système d'enseignement supérieur. Les concepts de reconnaissance académique sont évidemment au cœur de tout ce que je viens de dire, de globalité, de comparaison, de transparence. Tous les systèmes d'assurance qualité et l'émergence de l'évaluation de la qualité des enseignements, des programmes, est évidemment relié à cela. On évalue, non pas pour classer, c'est en tout cas la philosophie de la Communauté française de Belgique, et c'est un vrai choix politique, mais enfin on évalue pour se reconnaître comme suffisamment bon pour pouvoir travailler ensemble. Et puis bien sûr, tous les outils de la mobilité, le système ECTS, sont évidemment au cœur de ces paradigmes de globalité, de transparence et de comparaison. Il ne faut donc pas s'étonner évidemment de voir apparaître toutes ces logiques de ranking, de benchmarking, toute une série de termes qui nous sont devenus plus ou moins familiers maintenant. J'ai évoqué le système ECTS, puis j'aurais pu évoquer aussi le SEC, le cadre européen de certification,
qui a été établi au niveau européen en 2008 et qui s'établit progressivement en Belgique, Belgique flamande et Belgique francophone. Alors, je ne vais pas faire un long discours sur ce cadre européen de certification ici parce que ce n'est pas tout à fait l'objet, mais je crois que c'est important parce que ça fait vraiment partie du décor d'avoir en tête ce cadre européen de certification auquel nous devons tous aujourd'hui et en tout cas demain se référer. C'est à la fois un cadre européen de certification qui s'est élaboré dans le cadre des réformes de Bologne, c'est-à-dire au sein même de l'enseignement supérieur, et je ne vais pas entrer dans la technique ici, et qui visait en quelque sorte de nouveau les outils de transparence, de comparabilité, de mobilité, à identifier les compétences, on a utilisé le terme d'acquis d'apprentissage, qui sont, je dirais, génériques au terme de chaque niveau de formation, le niveau 6, pour ce qui est équivalent au niveau des bacheliers, du premier cycle de l'enseignement supérieur, des masters pour le niveau 7 et des doctorats pour le niveau 8. Ça, c'était une réflexion qui s'est développée dans le cadre strict des conférences interministérielles du processus de Bologne, mais qui s'inscrivait dans un cadre plus large, défini dans ce qu'on a appelé le processus de Copenhague, qui a proposé et élaboré ce cadre européen de certification que le Parlement européen a adopté donc en 2008, et qui définit non pas trois niveaux seulement, puisqu'il n'est pas question seulement de l'enseignement supérieur, bien entendu, mais de l'ensemble des temps et des moments d'apprentissage tout au long de la vie, donc 8 niveaux, le niveau 1 et le niveau 8, qui définissent une graduation en quelque sorte de nos acquis d'apprentissage tout au long de notre vie. Évidemment, à chacun de ces niveaux, nous sommes assez vite tentés, et c'est presque nécessaire d'ailleurs, d'associer un opérateur de formation ou un niveau de formation, qu'elle soit scolaire ou académique, d'où la référence au bachelier, au master et au doctorat pour les niveaux 6 et 8, mais il y a en amont, bien sûr, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement secondaire, l'enseignement obligatoire au sens large, etc. Je ne m'étends pas là-dessus parce que je pense que certains d'entre vous sont très familiers de ça et d'autres pas du tout, auquel cas personne ne s'y retrouvera, mais simplement rappeler que dans le cadre de la réforme de Bologne, on s'est attardé, c'est ce que je viens de dire, sur 3 niveaux, les niveaux 6, 7 et 8, en définissant, et c'est quand même assez intéressant, font 5 catégories qu'ils ont appelées les descripteurs de Dublin. À mon avis, c'est qu'ils ont établi ça à Dublin, parce que je ne vois pas d'autres raisons. Le niveau de la connaissance et de la compréhension, qu'on connaît bien, évidemment, en tant qu'enseignant. Le niveau de l'application des connaissances, qui fait aussi partie, je dirais, du tri habituel de l'enseignant. Et puis des compétences qu'on pourrait qualifier de plus transversales et qui ne sont pas sans rapport avec l'usage des technologies d'information, l'analyse critique, la communication et ce qu'ils ont appelé l'autodidactie, qui est un terme un peu vieillot, mais qui signifie en quelque sorte la formation personnelle, l'auto-apprentissage, la capacité de se former tout au long de la vie. Et vous voyez que pour chaque niveau, il y a une graduation, si je m'en tiens simplement au niveau des connaissances et de la compréhension. Au fond, au niveau 6, ce qu'on s'attend, c'est qu'un étudiant, au terme de ce niveau 6, il ait une connaissance et une compréhension dans un domaine d'études fini, un ensemble de connaissances qui est limité par l'enseignant et par le programme, et souvent supporté par des supports de cours, justement, qui ont en quelque sorte circonscrit la connaissance à maîtriser. À un niveau de maîtrise, à un niveau de master, on s'attend à ce que la connaissance évolue et sorte du cadre, en quelque sorte. C'est notamment la fonction de la mémoire, puisque l'étudiant se trouve à devoir produire, en quelque sorte, modestement d'une certaine manière, mais quand même avec une forte créativité et une certaine méthodologie scientifique, il va innover par rapport à la connaissance. Et enfin, bien sûr, au niveau 8, on est amené à produire cette connaissance nouvelle. Donc vous voyez que sur le registre simplement de la connaissance, en tant qu'enseignant, il est intéressant de savoir à quel niveau on se positionne, et puis au sein des programmes, il est peut-être important de vérifier si on n'est pas en dissonance par rapport à un certain type de niveau à atteindre ensemble. Je pourrais faire le même exercice pour le cadre européen de certification, qui lui s'est limité à 3 grandes catégories, les savoirs, les aptitudes et les compétences. Attention, ce troisième terme est souvent un objet, ça c'est l'expert Bologne qui parle ici, un objet de confusion. Donc il a été traduit de l'anglais comme compétence. Alors nous, compétence, on l'entend comme on le connaît dans le langage pédagogique habituel, des savoirs, savoir-faire, etc., qui sont exercés en situation. C'est pas tout à fait ça ici. En fait, il fallait l'entendre au sens de compétence, c'est-à-dire le lieu où on exerce ces savoirs et ces aptitudes, la zone, la sphère de compétence, de responsabilité. Et donc là, parfois, les traducteurs ont
enfin peut-être pas tout à fait innocemment d'ailleurs, entre l'anglais et le français, ont induit des idées pédagogiques qui n'étaient pas nécessairement celles de départ. Alors, un contexte changeant, 3 paradigmes nouveaux, ben, ça nous fait, les chiffres font bien les choses, 4 enjeux à questionner pour l'enseignement supérieur. 4 enjeux, en fait, 1 plus 3 en quelque sorte, parce que tout ce qui vient d'être dit, qui constitue un peu le décor dans lequel nous agissons aujourd'hui, donc ce n'est pas notre travail, mais c'est le décor de notre travail, mais nous amène à poser 4 grandes questions. Aujourd'hui, une première question sur laquelle, en tant qu'enseignant, on a relativement peu de prise, quoique, la première question est de savoir, au fond, quelles sont les missions de l'enseignement supérieur. Il y a quelques années, il y a eu un décret mission pour l'enseignement obligatoire. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur, même si ses missions sont définies par décret, l'enseignement supérieur est encore en questionnement par rapport aux attentes, notamment qu'on lui donne, et aux objectifs qu'elle s'assigne à elle-même. Je pense que la manière de répondre, d'ailleurs, à cette question, elle détermine la réponse aux 3 questions suivantes. Qui accède à l'enseignement supérieur? Toute la question de qui a le droit d'entrer dans le système, quelle est la qualité du service, et mettez bien le mot service entre guillemets, hein, le premier service qu'on lance, c'est évidemment de donner cours, et enfin pour quel résultat, c'est-à-dire avec quelle visée, avec quel objectif, quel est le but à atteindre dans cet enseignement supérieur. Je suis convaincu que ces 4 questions sont au cœur des mutations de notre enseignement supérieur, je vais donc évidemment les développer maintenant. Première question, la question des missions de l'enseignement supérieur. En gros, et au risque d'être caricatural, on pourrait dire qu'il y a au bout de chaque axe du curseur 2 grandes philosophies. Un discours sur l'enseignement supérieur qui consiste à parler d'excellence, de compétition, d'attractivité, de développement international. Et puis à l'autre bout du curseur, un discours qui consiste à parler de démocratisation, de cohésion sociale, d'accessibilité, d'ancrage régional. Et je pense que ce qui caractérise notre communauté française, comme d'autres pays, soit dit en passant, donc il n'y a pas de stigmatisation ici, au contraire, c'est de parler d'un peu de tout cela à la fois. D'essayer d'être à la fois excellent, tout en étant centré sur une ouverture au plus grand nombre. Une espèce de grand écart qui pèse lourdement aujourd'hui sur les pratiques enseignantes, parce que nous sommes confrontés, y inclus en nous-mêmes, avec, je pense, des choix que je pourrais qualifier d'idéologiques, au sens où ça nous ramène à nos idéaux et nos propres valeurs de citoyens et puis d'enseignants, des choix qui sont un peu cornéliens entre s'occuper du plus grand nombre, mais aussi assurer une formation de réelle qualité, voire parfois d'excellence. Nous avons évidemment à accueillir chaque étudiant que nous inscrivons et à lui offrir le meilleur encadrement. C'est une responsabilité sociétale que nous avons vis-à-vis de chaque étudiant qui s'inscrit. Mais rappelons-nous que nous sommes dans un système où tout étudiant a le droit de s'inscrire, sans avoir en quelque sorte eu de feedback sur ce qui va se passer dans ce parcours scolaire et académique. Nous avons aussi une autre responsabilité, celle de former des infirmiers, des kinés, des ingénieurs ou des médecins compétents. Et entre ces 2 responsabilités, il y a une tension permanente qu'il faut pouvoir arbitrer. La question est donc de savoir où placer le curseur. Et la question est alors de savoir qui place le curseur. En fait, qui définit la qualité? Qui définit les normes, le but à atteindre? Et ce que nous observons actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ou d'instances qui définissent les standards de qualité pour l'enseignement supérieur. L'Europe, les États, parfois dans certaines filières, des organes indépendants d'accréditation. C'est le cas notamment dans des domaines où l'accès aux métiers est très, très circonscrit, comme les ingénieurs par exemple. Les établissements, ce qu'on appelle les stakeholders, aujourd'hui l'ensemble des bénéficiaires. Chaque enseignant a quand même le droit aussi de définir ce qui est un seuil de réussite pour lui. Et puis chaque étudiant, en tout cas, s'empare assez facilement, en tout cas, de la liberté de dire ce qui est un standard de qualité pour lui. Et derrière, au fond, cette question, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une multitude de contributeurs à la définition des missions d'enseignement supérieur, ce qui ne simplifie donc pas la tâche des établissements ni de ses enseignants. Les autorités publiques, bien sûr, ont à définir ces politiques, les bailleurs de fonds, de manière plus générale, aujourd'hui, et il est intéressant d'observer que ces bailleurs de fonds, en tout cas au niveau de l'enseignement universitaire, sont de plus en plus nombreux à être différents du simple subventionnement public. Les établissements, et puis les clients, bien sûr, comme je l'ai dit, définissent les propres politiques.
cette émergence de projets simultanés et pas toujours cohérents m'amène à penser qu'une urgence en termes d'enjeux pour l'enseignement supérieur est de disposer de chaque établissement d'un projet pédagogique fort. Alors ce projet pédagogique, il doit se décliner autour de 3 grandes questions. En tout cas, il doit permettre de répondre à 3 grandes questions. La première de ces 3 questions, c'est au fond, quelle est notre politique par rapport à l'accessibilité aux études supérieures? Ma conviction personnelle, c'est donc strictement personnel ici, c'est de considérer que l'enseignement supérieur a comme responsabilité de former et de diplômer les étudiants motivés et potentiellement compétents. Donc, je ne dis pas qu'ils doivent être compétents au départ, mais en tout cas, ils doivent avoir un potentiel de développement académique et intellectuel qui leur permet d'atteindre l'objectif visé, d'être cet infirmier, ce médecin, ce kiné compétent professionnellement ultérieurement. Mais au-delà de cette affirmation de principe, qui suis-je et qui sommes-nous pour définir les critères de cette compétence, évidemment? Et puis, plus fondamentalement et en amont, il est intéressant de voir au fond sur quels critères repose le choix des études aujourd'hui. Je suis psychopédagogue de formation, donc j'assume ma responsabilité publique, mais il faut bien accepter l'idée qu'au fond, depuis 20 ou 30 ans, ce que nous avons à offrir à un jeune qui réfléchit à son orientation vers l'enseignement supérieur, c'est une réponse de type « fais ce que tu aimes ». Au fond, toute la question des compétences acquises ou du potentiel de développement a été progressivement écartée avec une espèce d'idéal pédagogique qui ferait qu'au fond, il suffit d'aimer vouloir être médecin pour devenir médecin. Nous savons évidemment que ce n'est pas vrai et que la route pour arriver au but est extrêmement ardue, difficile, et que beaucoup resteront sur la route. C'est la métaphore du train de tout à l'heure. Et puis, d'autres questions se posent en termes d'accessibilité. À potentiel égal, est-ce que tous les étudiants ont aujourd'hui la même possibilité d'accès aux études supérieures? Nous savons que non, bien entendu, et que les étudiants que nous accueillons sont des étudiants dont la composante sociologique est au moins aussi importante que la composante académique dans l'accès aux études. L'enseignement supérieur a-t-il par ailleurs la mission et a-t-elle les moyens de réduire les inégalités de départ? On a parlé tout à l'heure des bagages très différents avec lesquels les étudiants nous arrivent. Je pense que tous nos établissements, à des degrés divers, mais tous ont la volonté d'apporter parfois ce qu'on appelle des remédiations, parfois un accompagnement personnalisé pour rattraper, on va dire cela, un certain nombre de retards, mais jusqu'où s'étend notre mission et avec quels moyens? Et enfin, faut-il sélectionner en amont ou en aval de l'entrée dans l'enseignement supérieur? On connaît certaines filières, on pense évidemment au secteur de la santé, où cette question est aujourd'hui cruciale et dépasse évidemment le cadre des établissements. Une autre question, c'est celle évidemment de la qualité du service que nous souhaitons et que nous sommes capables de donner. Aujourd'hui, c'est une évolution liée à toutes ces réformes que j'ai évoquées. L'enseignement supérieur est conçu comme un service à la société. Et c'est très bien ainsi. Mais, en quelque sorte, l'enseignement est mis dans une relation de service à autrui qui modifie en quelque sorte le rapport initial qui s'organisait entre un enseignant et un étudiant. L'enseignement est donc conçu comme un support que l'on donne par rapport à une formation qui est d'abord celle de l'étudiant. Et nous avons donc à offrir du soutien aux étudiants d'une part et aux enseignants d'autre part. Une journée comme aujourd'hui s'inscrit bien dans ce contexte-là. Nous, vous, enseignants, vous savez que nous nous posons tous chaque matin la question de savoir comment assurer un encadrement adéquat à des étudiants sans cesse plus nombreux, plus diversifiés, à ressources constantes, et quand je dis constantes, c'est évidemment une manière d'être positive. Quels sont les services que nous avons à offrir aux étudiants qui relèvent de la responsabilité d'un établissement d'enseignement supérieur? Au risque de choquer certains, je suis parfois frappé de l'idéalisme des enseignants qui sont prêts, et des établissements tout court, qui sont prêts finalement à assumer beaucoup de services aux étudiants, y inclus ceux qui ne relèvent peut-être pas de leur mission. Et enfin, comment développer, puisqu'on demande de plus en plus aux enseignants, il faut les outiller par rapport à cela, comment développer ces compétences à travers la formation initiale, la formation continue, et puis le service qu'un établissement peut lui-même offrir à ses propres enseignants. Quatrième question en termes d'enjeux, c'est tout ça pourquoi finalement?
C'est la question des profils socio-professionnels, et j'insiste sur le socio et pas seulement sur le professionnel. Nous formons des professionnels compétents, nous formons aussi des citoyens engagés et actifs, qui seront des acteurs de changement, en tout cas, c'est ce que je souhaite personnellement, mais qui définit en quelque sorte ce profil de sortie. Toute la réflexion qui s'entame autour du cadre européen de certification est un levier intéressant pour susciter cette réflexion, notamment en équipe d'enseignants. Qui définit les seuils de réussite? Chaque année dans mon institution, on analyse à un moment collectivement, toutes facultés confondues, les statistiques de réussite et d'échec. D'abord, chaque année, on constate qu'elles sont les mêmes que l'année précédente, et puis chaque année, on s'étonne, les uns des faibles taux de réussite chez les uns, chez les autres, et les autres des taux de réussite jugés trop élevés chez les uns. Au fond, tout cela dit quoi? Personne ne sait quel est le bon seuil de réussite. C'est assez logique, puisque nous ne savons pas qui entre dans le système et que nous avons une responsabilité en termes de sortie du système. Entre les deux, finalement, c'est une forme d'arbitraire collectif qui fonctionne par consensus, qui s'appelle la délibération, qui décide en quelque sorte quel est le seuil de réussite. Ces différents enjeux, rassurez-vous, je me rapproche en quelque sorte de la dernière partie du raisonnement, mais tout est sous contrôle, parfait, peuvent se traduire en 7 défis. Donc, plus on avance, plus mon propos vise à se rapprocher en quelque sorte du terrain et de la réalité pédagogique. Si un des enjeux principaux au niveau d'un établissement est de disposer d'un projet pédagogique clair qui dit ce que l'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait, je pense que ce projet pédagogique doit se décliner autour de 6 axes. 6 axes qui, évidemment, résultent de mon propos précédent. Comment allons-nous nous comporter par rapport au lifelong learning? Comment allons-nous nous comporter par rapport à l'accès aux études? Mais la démocratisation, ce n'est pas que l'accès aux études, c'est aussi notre capacité à traiter de manière équitable chaque étudiant lorsqu'il est là. Et j'y reviendrai parce que ce n'est pas sans rapport quand même avec l'accès aux technologies de l'information. Comment allons-nous gérer la question du service aux étudiants et aux enseignants? En quoi sommes-nous experts? Que sommes-nous capables d'offrir comme service? Quelles sont nos limites en termes de moyens, en termes de compétences? Devons-nous travailler avec d'autres, par exemple dans un ensemble comme celui-ci, pour pouvoir mutualiser un certain nombre de ressources et offrir des choses que l'on n'aurait pas pu offrir tout seul? Je pense que ce sont des évolutions nécessaires et souhaitables. Toute la question de l'évaluation de la qualité. La qualité, je le dis toujours, et l'assurance qualité, l'assurance qualité, ce n'est pas la qualité. La qualité, c'est très simple. La qualité de l'enseignement, c'est la relation entre un professeur et des étudiants. C'est là que se réalise la qualité de l'enseignement. Tout ce qui vient en appui de ça, qu'on appelle aujourd'hui assurance qualité, évaluation de la qualité, est nécessaire et utile, mais ce n'est pas la qualité. Je crois qu'il faut laisser aux enseignants leur responsabilité et leur plein mandat par rapport à ça. Malgré tout, des feedbacks, le monitoring de cette qualité de l'apprentissage est utile pour améliorer le système, et j'y reviendrai. Et puis, autre réflexion importante au niveau d'un projet pédagogique, ce sont ces fameux acquis d'apprentissage. Au fond, chez nous, c'est quoi former un kiné? Alors, j'imagine, il est facile d'imaginer qu'au fond, il y a des compétences génériques à tout kiné, qu'il soit formé en haute école, à l'université, à Liège, à Louvain ou à Bruxelles. Ça, je crois que tout le monde s'accordera assez rapidement là-dessus. Mais la question est de savoir, au fond, puisqu'il y a des différences dans les établissements et dans les types d'établissements d'enseignement supérieur, au fond, quelles sont ces différences, quelles sont les plus-values que chaque établissement, chaque forme d'enseignement apporte par rapport à ses compétences génériques? Je pense qu'il y a place pour une déclinaison de différentes qualités et de différentes couleurs pédagogiques. C'est ce projet pédagogique qui doit l'affirmer. Est-ce que, par exemple, les stages sont une composante essentielle de la formation? Et je prends un autre exemple tout à fait caricatural à l'autre extrême. Est-ce qu'au contraire, c'est la maîtrise de plusieurs langues parce qu'on vise un kinésithérapeute à dimension internationale, qui est, elle, la dimension que l'on devait développer au sein de notre établissement. Et puis, il y a toute la question de l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Alors, c'est certainement plus vrai pour les universités, pour les hautes écoles, quoique j'aurais volontiers à débattre sur la question de l'employabilité, de ce qu'on appelle la professionnalisation de diplômés, parce que même si la formation universitaire n'est pas centrée professionnalité, elle débouche quand même sur un accès à l'emploi extrêmement élevé, donc il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Mais malgré tout, la question, c'est pas celle-là, c'est au fond, sommes-nous responsables
de ce que deviennent nos diplômés. Alors, j'ai envie de dire oui, comme nous sommes responsables de bien assurer la transition entre le secondaire et l'université. Et ceci indépendamment de ce qui se passe en amont et indépendamment de ce qui se passe en aval. Aujourd'hui, en tout cas, les étudiants revendiquent, et je pense que c'est une évolution légitime, revendiquent que l'on prenne soin d'eux dans ce passage vers le monde professionnel et le monde socio-professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de nos activités pédagogiques doivent contribuer, bien sûr, à cette insertion socio-professionnelle. C'est évidemment le cas, mais on verra comment les technologies peuvent notamment soutenir ce type d'action. 4 enjeux, 7 défis, ça fait 11 chantiers. Je l'ai vu qu'après, donc c'est une pure coïncidence, évidemment. 11 chantiers qui sont en quelque sorte, comment dire ça, un cahier de charge pour l'enseignement supérieur, 11 lignes d'action sur lesquelles nous pourrions tous agir. Je ne dis pas que chacun de nous va agir sur ces 11 lignes d'action, je ne pense pas que nous en ayons la capacité de physique d'ailleurs, mais c'est l'opportunité de faire des choix au niveau d'un établissement, au niveau d'un enseignant, d'une équipe d'enseignants, et pourquoi pas aussi au niveau de nos outils pédagogiques, y inclus les technologies de l'information. Autrement dit, je vous invite, dans la suite de la journée, à réfléchir aux outils qui vous seront proposés en regard d'une de ces lignes d'action. Au fond, à quelles actions est-ce que cet outil participe? Je les cite, et puis je vais les illustrer, et là j'arrive sur un terrain incognita, c'est-à-dire le terrain concret de l'exploitation des technologies de l'information. Donc ce sera illustratif, mais je suis certain que dans l'Assemblée vous aurez 1000 autres exemples, peut-être parfois plus pertinents que ceux que je pourrais proposer. Mais je voudrais quand même lister ces 11 chantiers. La question de l'accès à l'apprentissage, je crois en avoir parlé suffisamment pour dire que c'est vraiment un enjeu de demain. Qui a accès à l'enseignement supérieur? Toute l'importance de développer un processus d'orientation efficace et continu. Nous sommes dans un système très ouvert, je l'ai évoqué au début, il faut s'en réjouir, mais il a des conséquences, il a des effets collatéraux dont les premières victimes sont les étudiants eux-mêmes, qui ont le moins de bagages, donc les plus pauvres sont les plus menacés dans le système qui est le nôtre. Il est aussi important de faciliter la transition entre différents types et niveaux d'enseignement. Il est essentiel de soutenir l'innovation pédagogique, puisque nous sommes face à un univers en perpétuelle mutation. En quelque sorte, seul le changement est devenu maintenant un élément de stabilité. On s'habitue tellement au changement qu'on en a fait notre quotidien, même s'il est parfois fatigant. Mais pour faire face à ce changement, et puis je ne vais pas vous faire le discours des étudiants avec des digital natives, etc. Nos étudiants ne sont plus comme on voulait, comme on avait pensé qu'ils étaient. Donc de toute façon, il faut être innovant par rapport à ça. Il faut assurer la formation du personnel enseignant par rapport à ça. Il faut renforcer l'accessibilité, mais dans un autre sens, et le bon usage des ressources documentaires. Donc quand on réfléchit notamment au plagiat, on travaille dans cette direction-là. Il est nécessaire d'élargir l'offre d'accompagnement pédagogique. Est-ce que c'est quantitativement qu'on va pouvoir toujours faire plus, ou est-ce que c'est du côté de la qualité de notre accompagnement pédagogique qu'il va falloir travailler, et est-ce que là les technologies ne nous offrent pas des possibilités nouvelles? Nous serons amenés à proposer des enseignements hors présentiel, puisque le public ne viendra plus toujours en auditoire entre 9 ou 8h30 et 18h30, et seulement quand il a 18 à 25 ans. Il va falloir améliorer la qualité des évaluations, c'est-à-dire des apprentissages, des enseignements et des programmes, favoriser l'acquisition de compétences disciplinaires mais aussi transversales, et outiller l'intégration et le transfert de compétences socio-professionnelles. Alors, quand je dis il va falloir, c'est un petit peu malheureux comme terme, parce qu'en fait on fait déjà tout ça bien entendu, mais ce sont 11 pistes sur lesquelles je pense que, résultant des enjeux que j'ai énoncés auparavant, l'accent devra être mis de manière sans doute plus intensive encore dans les prochaines années. Alors, c'est là que je veux illustrer en quoi, éventuellement, les TIC peuvent constituer une plus-value. Premier axe, l'élargissement de l'accès à l'apprentissage, on peut le comprendre au moins de 2 manières différentes. Le premier, c'est notre capacité à adapter l'apprentissage à des besoins spécifiques. Donc, rappelez-vous, tout au début de mon exposé, j'évoquais l'accueil, en tout cas le souhait d'un certain type de public à pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, malgré, par exemple, des handicaps. Il faut vraiment s'en réjouir, c'est une évolution extraordinaire de notre société. Et là, il est évident qu'il y a aujourd'hui des réponses technologiques qui peuvent être proposées
proposées en soutien de certaines difficultés d'apprentissage. Je parle d'handicap physique, mais aussi, pourquoi pas, de troubles d'apprentissage. Arrive aujourd'hui une génération d'étudiants qui ont des difficultés dyslexiques, qui ont été traités parfois de manière efficace en amont, parfois pas toujours, pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser qui que ce soit ici. En tout cas, nous sommes face à un public, c'est le cas à l'UCL, qui demande une attention particulière et des mesures parfois très simples finalement, pour pouvoir être diplômé tout en souffrant de difficultés d'apprentissage, comme par exemple la dyslexie. C'est peut-être moins pertinent quand on fait de la logopédie, évidemment, quoique, si l'obstacle est élevé, c'est génial, mais dans d'autres disciplines, c'est tout à fait justifié. Et là, les technologies offrent évidemment des réponses intéressantes. Élargir l'accès, c'est aussi élargir l'accès non pas simplement à des besoins différents, mais à des publics spécifiques. C'est au sens, je dirais, de l'équité d'abord, donc permettre à des étudiants qui ne viendraient pas chez nous de venir, mais aussi en termes d'attractivité internationale, permettre à des étudiants qui seraient bienvenus chez nous mais qui sont très loin, d'être en mesure d'avoir l'information nécessaire pour venir. Aujourd'hui, je vois poindre chez nous comme ailleurs toute la méthodologie podcast, évidemment. Il y a des podcasts qui ont comme finalité d'informer l'étudiant ou le futur étudiant. Donc je pense qu'on est ici au cœur des technologies favorisant ce premier enjeu qui est d'informer. Je vois aussi poindre, notamment à l'ULG, des modules préparatoires, donc l'équivalent, ou plus exactement le complément des cours d'été, les cours préparatoires qu'on propose dans les universités, dans certaines autres écoles, et qui proposent l'apprentissage de méthodes en ligne, en préparation de l'université. Et puis, je ne vois pas encore poindre, mais j'entends cela comme une litanie, en tout cas dans certains services administratifs, certains rêveraient de pouvoir mettre en place des dispositifs d'admission strictement en ligne, pas simplement pour l'étudiant qui est déjà là et pour qu'il ne fasse pas la file d'attente le 15 septembre, parce qu'ils ont tous l'idée de venir le même jour, vous avez déjà remarqué ça, mais simplement aussi de pouvoir évidemment ouvrir la procédure d'admission à des étudiants qui ne sont pas physiquement présents. Attention, je ne pense pas qu'à des étudiants très éloignés, je pense aussi à des étudiants type adultes qui travaillent et qui ne sont pas, entre guillemets, disponibles pendant les heures d'ouverture classiques. Deuxième et troisième chantier, c'est toute la question de l'orientation et de la transition entre le secondaire et l'université, mais aussi entre différentes formes d'enseignement, tout l'enjeu des passerelles notamment, entre les différentes formes d'enseignement supérieur. Au niveau de l'orientation, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Là, j'ai l'impression qu'on est au degré quasiment zéro du support technologique au processus d'orientation. Alors, je ne connais vraiment pas tout ce qui se fait dans les universités, dans les écoles, vraiment, je le dis en toute simplicité. À l'UCL, au niveau du CIO, le Centre d'information et d'orientation que certains d'entre vous connaissent, s'est développé un projet, mais qui est encore assez balbutiant, qui s'appelle e-mentorat, c'est-à-dire que des étudiants déjà engagés dans les études, deuxième et troisième année, le système classique de tutorat, mais c'est du tutorat en ligne par rapport à des futurs étudiants. Donc je suis rhétoricien, mon fiston l'a fait cette année-ci, je pense faire des études dans le domaine scientifique par exemple, eh bien je suis raccordé à un étudiant qui fait des études de maths et qui est coaché par un professionnel de l'orientation, évidemment, pour ne pas dire des choses qui seraient contre-productives, mais en même temps, c'est un espace de liberté d'expression, et évidemment, ce qu'un étudiant de deuxième ou de troisième année a à dire par rapport à un jeune de 17 ans est très différent de ce qu'un professionnel va dire de manière sans doute un peu formatée par rapport au métier qui est le sien, évidemment. Donc c'est tout à fait complémentaire. Voilà des outils, en tout cas, nouveaux. Quand je dis balbutiant, c'est qu'au fond, les étudiants, les tuteurs sont prêts, les rhétoriciens pas encore, en quelque sorte. Donc ça, c'est un petit paradoxe de la situation. Alors évidemment, un autre enjeu pour la transition, c'est toute la question de la mise à jour des prérequis. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a des écarts dans les prérequis à l'entrée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là, honnêtement, les technologies offrent des perspectives presque illimitées en termes de mise à niveau. Alors, j'aime vraiment pas le mot, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un niveau qui serait défini par un partenaire et pas par l'autre, mais peu importe ici, mettons-le entre guillemets, c'est l'idée quand même de préparation, non pas simplement sur des méthodes, mais aussi sur des contenus. Ça peut être revoir certains concepts en chimie, parce que j'étais en chimie pas forte, et voilà, et que finalement, je peux peut-être rattraper un peu du temps qui n'était pas perdu parce que je faisais autre chose, mais du temps nécessaire. C'est une expérience menée notamment à l'ULB dans le cadre du projet Objectif Réussite. L'innovation pédagogique. Alors évidemment, l'innovation pédagogique, c'est à la fois le moyen et la fin des technologies.
Donc même si l'innovation pédagogique peut exister en dehors des technologies, bien entendu, mais évidemment l'éthique constitue un vecteur extraordinaire d'innovation. Mon collègue, j'ai envie de dire penseur des technopédagogies à l'UCL, Marcel Lebrun, évoquait, je crois qu'il utilise moins l'expression maintenant, vraiment l'image du cheval de Troie pour parler des technologies comme vecteur de développement professionnel de nos enseignants. En quelque sorte, on entre par les technologies et ce faisant, on réfléchit à de nouvelles pratiques pédagogiques. La question, c'est de ne pas s'arrêter à la séduction de la technologie, mais d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs un des enjeux, j'imagine, de la journée d'aujourd'hui. Dans certaines universités, on a des fonds de développement pédagogique, c'est le cas à l'UCL, qui soutient d'année en année des projets. Donc les professeurs introduisent un projet, c'est un concours, un appel à projet interne, et les professeurs reçoivent des sous pour développer ce projet. Et évidemment, un certain nombre de ces projets sont à composante technologique en lien avec la Reline ou bien avec d'autres dispositifs technologiques. La formation des académiques via et au TIC est évidemment un autre enjeu important. Il y a des fractures numériques de tous ordres, entre la grand-mère de mes enfants et mes enfants, la fracture numérique est réelle, mais il y en a aussi au sein de nos établissements, entre collègues parfois, et puis entre collègues et étudiants, il faut bien dire. Nous avons aujourd'hui, c'est quand même une des situations paradoxales des technologies, nous avons des étudiants plus compétents que nous face à nous, et donc il est sans doute important de ne pas être en compétition sur ce terrain-là, parce que je pense que nous serons toujours perdants, mais en tout cas de pouvoir utiliser adéquatement les compétences nouvelles avec lesquelles ces jeunes nous arrivent. À Liège notamment, il y a une formation qui s'appelle FormaSup, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, et qui a ce souci de former, mais j'ai vraiment pris un exemple parmi d'autres, ne veuillez pas de ne pas citer un autre exemple, des formations à la fois dans sa dimension pédagogique et technologique. Toute la question de l'accès et du bon usage des ressources documentaires, c'est certainement l'axe sur lequel je pense qu'il y a le plus d'initiatives. Il faut s'en réjouir. Et si je regarde, et je reviendrai en conclusion dans quelques instants, le programme de la journée, on pourrait dire que c'est sans doute là que se situe le plus d'actions qui vous sont proposées aujourd'hui. Aujourd'hui, les documents sont utilisés comme une ressource à l'apprentissage. Il est quand même bon de se rappeler qu'au fond, les cours ex cathedra, ces fameux cours qu'on aime tant décrire aujourd'hui, ils ont été inventés pour suppléer la rareté du livre. C'est pour ça que le professeur racontait ce qu'il y avait dans un livre en parlant en haute voix devant un grand nombre d'étudiants. Alors aujourd'hui, ce serait quand même un peu rigolo de continuer à utiliser le même procédé pédagogique, alors que tout l'inverse. S'il y avait quelque chose qui est plus rare aujourd'hui, c'est l'information. D'accord ? Et que la difficulté principale, c'est de faire face à ce surplus d'informations, y inclus dans des domaines, je dirais, disciplinaires qui sont les nôtres. Donc il y a presque un renversement de perspective à opérer et qui demande à revoir complètement la pédagogie, mais je crois que vous le savez bien. Évidemment, l'accès aux documents est facilité à l'extrême par tous les supports technologiques aujourd'hui, par toutes les plateformes technologiques, au point que parfois on confond le support et l'outil pédagogique lui-même. Je pense que toutes les institutions aujourd'hui proposent des supports de cours en ligne. Un décret est venu d'ailleurs l'imposer, si ce n'était pas encore fait. C'est donc bien perçu comme un élément, je dirais, de démocratisation, puisque, même si sur le plan pédagogique, mais ce n'est pas le lieu, j'aurais beaucoup à dire sur la question, sur le plan de la gratuité de l'accès, c'est indéniable, le fait que ce soit accessible est un plus. Et puis il y a toute la question évidemment de la gestion des ressources documentaires. Il y a à l'UCL un projet plagiat qui a quand même pris une belle ampleur depuis 3 ans, et je pense qu'un des ateliers, je sais qu'un des ateliers y est consacré aujourd'hui. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une occasion de réfléchir, pas de l'atelier, mais de la réflexion sur le plagiat, de réfléchir sur les outils, mais aussi de réfléchir ce faisant à nos valeurs éducatives et pédagogiques dans le rapport aux sources. Et je vous assure que beaucoup d'étudiants sont simplement démunis. Donc on part chez nous de l'idée qu'ils ne sont pas malhonnêtes. Bon, au bout de 3 fois, ils le sont peut-être un peu, mais enfin la première fois, on leur laisse le bénéfice du doute, parce que je pense que nous aussi, on est en doute sur ce qu'on peut faire et pas faire toujours en la matière. Nous sommes très peu éclairés. Vous allez voir qu'à la fin, par provocation, je vais même faire ce que je crois être une erreur en termes de plagiat. Alors, l'offre d'accompagnement pédagogique, là je pense qu'ici il ne faut pas faire de dessin. Nos étudiants sont très demandeurs de toute une série de dispositifs de soutien et de remédiation. Évidemment, ce qu'ils rêveraient tous, mais je rêverais la même chose si j'étais eux, c'est que chaque enseignant s'occupe personnellement d'eux. Quoiqu'ils ne vont pas toujours vers nous non plus. Mais enfin, admettons que lorsqu'ils se mettent
dans une attitude proactive et d'engagement pédagogique, ils aimeraient bien une attention qui leur soit tout à fait particulière, et puis nous sommes souvent très malheureux parce que nous ne sommes pas en mesure de leur donner cet accompagnement personnalisé. Et là, les outils web, évidemment, web technologiques, offrent des perspectives, là aussi sans limite, sans doute. Je crois que chaque grande université a aujourd'hui sa plateforme technologique, WebCity, Claroline, Moodle, et ce faisant propose une diversité. Même au sein d'une institution comme la nôtre, je suis incapable, peut-être que d'autres le savent mieux que moi, de vous dire l'ensemble de ce qui est proposé. Il y a un peu de tout, de manière parfois un peu dispersée d'ailleurs, et sans doute donc de qualité inégale, mais au fond, comme cela est vrai pour un syllabus classique aussi, il y a là aussi un peu de tout, il y a inclus dans sa qualité. Et puis les technologies permettent aussi, en termes d'accompagnement pédagogique, d'ouvrir le cercle, en quelque sorte, des intervenants, de ne pas limiter l'intervention pédagogique à la seule relation professeur-élève. Je l'ai dit pour le mentorat tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour l'accompagnement au sein et à côté des cours. On sait que dans les hautes écoles, il y a tout un travail sur les tuteurs, sur l'utilisation des pairs, entre guillemets, dans l'accompagnement des étudiants. J'ai cité l'expérience à Liège, mais j'aurais pu en citer en haute école parce que j'en connais l'une ou l'autre. Proposer des enseignements présentiels, c'est presque une évidence, parce qu'au fond, c'est un peu la notion qu'on associe le plus facilement aux technologies de l'information et de la communication, mais vous avez vu que c'est bien plus que ça. Et puis, toute la question de l'amélioration de la qualité des évaluations. J'insiste, les évaluations, c'est à la fois l'évaluation des enseignements et des programmes qui sont aujourd'hui, qui passent par des questionnaires qu'on adresse aux étudiants, mais c'est d'abord et avant tout la qualité de nos apprentissages et de l'évaluation de la qualité de l'apprentissage qu'il faut pouvoir outiller et pour lesquels les technologies peuvent apporter des réponses partielles, mais vraiment très pertinentes. Et vous vous dites, mais de quoi est-ce qu'il parle? Mais par exemple, de la construction, de l'élaboration de QCM. Donc aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a dans certains auditoires de grande taille beaucoup d'examens écrits, beaucoup plus d'examens écrits que oraux, par le passé en tout cas, et puis beaucoup de ces examens écrits sont des QCM, toute une série de raisons, et là les technologies vont amener parfois l'enseignant à travailler sur le concept de son examen et sur la qualité de ses questions bien plus qu'hier. Je termine avec ces 11 chantiers en évoquant évidemment tout l'enjeu des compétences. Je ne vais pas vous faire le laïus ici sur le passage d'une école des connaissances vers une école des compétences, mais je pense que personne ne discutera du fait que les technologies travaillent presque spontanément sur l'exercice de certaines compétences transversales, telles que la communication, l'esprit critique, le travail en équipe, en tout cas offre là une possibilité de travail que n'offre pas une assemblée en auditoire. Encore faut-il le faire, et encore faut-il bien le faire, bien entendu. Mais en tout cas, le dispositif est facilité grâce aux technologies. C'est aussi l'occasion de développer ce que j'appellerais l'appropriation de ces compétences, c'est-à-dire la capacité à les identifier soi-même. Vous savez bien que par rapport au monde professionnel, beaucoup de nos jeunes bien formés, en fait, le petit problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont bien formés. Et donc, ils ne savent pas identifier leurs compétences. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup d'employeurs, le Forum, qui nous disent, mais vous savez, vos étudiants, par exemple universitaires, ils sont très bons. Le problème, c'est qu'ils sont très mauvais dans les procédures d'embauche. Parce que, voilà, ils n'ont jamais vraiment réfléchi à leurs compétences. Donc, il faut les aider à identifier ces compétences. Il y a un projet aussi que je connais à UCL qui s'appelle le e-portfolio et qui consiste, donc supporté par le du web, bien entendu, à construire, à permettre à l'étudiant de master, à travers son stage notamment, et puis son mémoire, d'identifier, par des outils évidemment plus structurants, d'identifier les compétences, de sorte qu'au fond, lorsqu'il termine ses études, il soit capable de les communiquer à autrui. Sans parler évidemment du lien avec le monde du travail, elle a toute une série d'outils virtuels, bien sûr les podcasts, les témoignages d'experts à distance, l'analyse d'entreprises en ligne. Ce sont des expériences pédagogiques que je connais qui existent et qui fonctionnent assez facilement aujourd'hui. Je suis presque au terme de cette réflexion pour dire que, au fond, on peut travailler, et je voudrais revenir un instant à la question des enjeux. J'ai été voir évidemment le beau programme de la journée. Et j'ai constaté qu'il y avait deux axes. Dans certains ateliers, on va travailler sur des outils. Les outils eux-mêmes qui sont censés faciliter l'action pédagogique.
Je vois les ateliers annoncent la possibilité de mettre des cours en ligne, de gagner du temps, d'accéder au contenu des bibliothèques ou aux textes scientifiques, d'apprendre mobile, de capter des informations, de se mettre en réseau. 3 petits points, il y a d'autres items bien entendu. Puis il y a l'un ou l'autre atelier, un peu moins, mais peu importe, qui vise plutôt des actions pédagogiques à propos de ces outils. C'est le cas lorsqu'on sensibilise au plagiat ou à la propriété intellectuelle, au bon usage des portables dans la classe. Pour être cohérent avec tout ce qui précède, moi j'ai envie de lancer comme une invitation le fait d'être attentif, que l'on travaille sur les outils ou que l'on travaille sur des actions pédagogiques à propos des outils, aux finalités qu'elles poursuivent. Je ne vais pas rappeler les 11 chantiers, ni les enjeux, ni les défis, vous les avez bien en tête, mais je voudrais simplement illustrer 3 dérives qui sans doute ne se posent pas. Ne pas citer par exemple des actions qui porteraient uniquement sur le comment, sans se préoccuper du pourquoi et du pour qui. Quand je travaille à la mise à un accès large ou à l'utilisation d'ordinateurs portables dans l'auditoire, est-ce que je suis certain que la question du pour qui et de l'accessibilité et de l'équité de l'accès et de l'équité de traitement n'est pas mise en difficulté? C'est la deuxième question aussi, ne pas séparer la question de l'efficience pédagogique de celle de l'équité. Et enfin, pour être un petit peu impertinent et un iconoclaste, parce que je ne peux pas m'empêcher de l'être, ne pas assimiler communication avec relation pédagogique. Alors la communication, c'est le fait de donner de l'information et d'être dans la possibilité d'en recevoir. C'est le feedback, c'est important. Autrement, on est simplement dans un système d'information unilatéral. Les technologies sont évidemment des outils qui augmentent la performance communicationnelle. Je ne suis pas toujours certain qu'ils augmentent la qualité de la relation pédagogique. Alors c'est là le plagiat, puisque j'étais tapé je cherchais une photo où tout le monde aurait un ordinateur portable dans son amphithéâtre, et puis je suis tombé sur celle-là. Alors oublions la marque qui semble être unique, mais il faut savoir que dans ce forum, il était marqué, c'était un enseignant, peut-être qu'il est dans la salle, et qui disait « Voilà l'auditoire dont je rêve ». Eh bien moi, personnellement, je ne suis pas sûr que c'est l'auditoire dont je rêve. Moi, m'adresser à des couvercles ou des capots d'ordinateur, ce n'est pas vraiment comme ça que j'avais imaginé l'enseignement. Et je ne suis absolument pas convaincu que c'est en l'absence d'une relation qui passe par un regard, qui passe par du paraverbal, qui passe par des mots, que l'acte pédagogique est aujourd'hui le plus performant. Donc oui à la technologie, oui à la communication, mais je voudrais aussi faire l'éloge de la conversation pédagogique qui fait que ce lien qui s'établit entre un professeur et un étudiant, et ce qui nous anime aussi au quotidien, et ce qui constitue sans doute un souvenir fort pour l'étudiant lorsqu'il est diplômé. Qui se souvient d'un ordinateur portable, enfin peut-être mes adolescents en tout cas, mais certainement on se souvient avant tout, non pas de contenu, mais de nos professeurs.